Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier bilan lecture du mois de novembre. Cette vidéo ainsi que le In My Mailbox du mois de novembre arrivent un petit peu en retard sur ma chaîne comme vous l'aurez remarqué, mais je n'ai absolument pas eu le temps de vous tourner ces vidéos plus tôt. Ce que vous voyez derrière moi, c'est bien évidemment ma nouvelle Mangatech qui est en cours de construction, qui n'est absolument pas remplie à son maximum comme vous pouvez le voir. Je ne peux donc pas vous tourner de Bookshelf Tour cette semaine, mais vous l'aurez à la fin du mois. Je tenais à m'excuser du fait que je n'ai pas pu répondre aux commentaires et aux divers messages privés que j'ai pu recevoir cette semaine. Je le ferai dans les prochains jours dès que j'aurai un petit peu plus de temps devant moi, mais là ce week-end et cette semaine c'était juste pas possible. Je tenais à faire une petite parenthèse au sujet de certains messages privés que je reçois en masse et ça m'étonne beaucoup de recevoir ce genre de messages car je les trouve un petit peu inutiles pour vous et pour moi, dans le sens où vous n'avez pas besoin de moi pour avoir les réponses. Voilà, je reçois beaucoup de messages privés me demandant quand sort tel manga, combien coûte-t-il, etc. Et ce sont des questions auxquelles vous pouvez avoir aisément les réponses en cherchant par vous-même sur Google, plutôt qu'en attendant que je me connecte, que je lise votre message et que je prenne le temps d'y répondre. Voilà, alors au début je recevais que 1 ou 2 messages comme cela, du coup j'y répondais, mais à présent j'en reçois beaucoup, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi j'en reçois autant alors que toutes les informations que je vous fournis dans mes vidéos, je les trouve tout simplement sur Manga News, sur Manga Sanctuary, Nautilion et compagnie. Il existe énormément de sites pour avoir ce genre d'informations. Je ne pense pas révéler une chose extraordinaire en vous disant ça, mais comprenez-moi que recevoir énormément de messages privés de ce genre-là, voilà, c'est pas que ça m'agace un peu, mais je les trouve tellement inutiles qu'à force je finis par ne plus y répondre. Donc voilà, je tenais à m'excuser, ce n'est pas de la méchanceté envers vous, ce n'est pas que vous m'agacez, que je ne veux plus vous voir, etc. Mais c'est juste que je reçois beaucoup de messages similaires me demandant combien coûte tel manga, il y a combien de tomes de sortie. C'est pas que ça m'énerve, mais c'est que je ne comprends pas le fait qu'on me pose ces questions alors que c'est beaucoup plus rapide pour la personne de chercher elle-même l'information sur le site de la FNAC, de Amazon, Manga News et que sais-je encore, plutôt que d'attendre que je me connecte et que je prenne le temps de répondre à son message. Petite parenthèse refermée, j'attaque à présent ce gros bilan lecture avec la partie shoujo. Je commence avec le tome 16 de Divine Nanami de Julieta Suzuki, c'est publié chez Delcourt. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 20 tomes de parus et le tome 17 est prévu en France pour le 4 février. Divine Nanami fait partie de ces rares shoujo dont j'apprécie toujours autant la lecture malgré le nombre conséquent de tomes. J'arrête en effet énormément de shoujo tout simplement parce que mon intérêt pour la série disparaît de tome en tome, mais ce n'est absolument pas le cas avec Divine Nanami. Dans ce tome 16, Nanami termine enfin son long voyage dans le temps pour aider Tomoe. Ce voyage aura été très éprouvant pour notre héroïne et ce tome-là est assez sombre d'ailleurs. Un passage avec un petit personnage qui a l'air tout mignon, tout inoffensif. Et donc ce petit personnage tout mignon, tout inoffensif qui va s'en prendre plein la tronche durant quelques tomes, et bien là on va enfin voir de quoi il est capable et c'est un personnage assez finalement dangereux, assez méchant et c'est assez surprenant. Un tome qui m'a beaucoup plu, où il y a encore cette petite touche d'humour, même si l'histoire prend une tournure assez sombre, comme je vous l'avais déjà dit avec les précédents tomes. Niveau dessin, c'est juste magnifique, c'est très typé shoujo, personnellement j'adore. Donc voilà, je vous montre encore une petite planche. Je trouve que Delcourt fait toujours un très beau travail au niveau des couvertures. Je m'excuse si des fois vous ne voyez pas très bien les couvertures, si la lumière se reflète un petit peu, mais j'ai pas trop le choix niveau cadre de vue. Donc voilà, je suis désolée si vous ne voyez pas très bien parfois les couvertures des tomes que je vous présente. Divine Nanami fait donc partie de ces shoujo dont j'attends le prochain tome avec beaucoup d'impatience. Je continue avec le tome 2 de The Demon Prince and Momoshi de Ayashu Oto, c'est publié chez Soleil Manga dans leur collection gothique. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 3 est prévu en France pour le 4 février. Comme Divine Nanami, on reste dans la thématique des yokai, de ces êtres fantastiques, assez beaux gosses dans les 3/4 des shoujo. Sauf que ce shoujo là, je vous avais déjà parlé du tome 1 dans un What's New du mois de juin il me semble. Et déjà le tome 1, autant au niveau des dessins je trouvais ça très joli, mais au niveau de l'histoire ça ne cassait pas 3 pattes à un canard. Et ce tome 2 ne casse décidément pas 3 pattes à un canard. Niveau histoire, il se passe pas grand chose, il n'y a pas énormément d'action. C'est le genre de shoujo dans lequel il ne se passe pas grand chose et quand il se passe enfin quelque chose, on le voit venir à 3 km et donc c'est pas très surprenant. C'est une lecture qui n'est pas non plus désagréable, le dessin est juste magnifique. Donc je vous montre déjà les pages couleurs au début du tome qui sont vraiment très belles sur papier glacé.
Voilà, j'espère que vous verrez bien malgré le reflet qu'il y a peut-être au-dessus. Au niveau dessin, c'est très joli, les personnages sont très fins, les garçons ont un air assez efféminé. Ce n'est décidément pas un shoujo coup de cœur, mais ça je vous l'avais déjà dit avec le tome 1. Je ne m'attendais pas à une série ultra surprenante et novatrice, ce n'est vraiment pas le cas de cette série. Mais si vous aimez l'univers des yokai, le travail de cette mangaka à laquelle on doit entre autres Stray Love Arts, c'est un shoujo qui peut peut-être vous plaire, même si vraiment ce n'est pas un indispensable du genre. Et je ne pense pas d'ailleurs que ça sera la meilleure série de l'auteur. Et je conclue niveau shoujo avec le tome 33 de Skip Beat de Yoshiki Nakamura, c'est publié chez Casterman. La série toujours en cours au Japon avec déjà 35 tomes de parus et le tome 34 est prévu en France pour le 11 février. Skip Beat fait partie de ces shoujo à rallonge qu'on n'a pas spécialement envie de commencer là de suite maintenant si on veut commencer la série. Voilà, on se dit il y a quand même pas mal de tomes à rattraper et ça fait un budget assez conséquent. Pour ma part, j'ai commencé la série quand il y avait déjà une bonne vingtaine de tomes de parus. Ça m'avait rebuté, mais finalement je les ai dévorés assez rapidement et j'adore toujours autant la série. Elle ne perd là encore, comme dit Nanami, pas du tout de son intérêt malgré le nombre de tomes très conséquent. Comme je vous l'avais déjà dit avec les derniers tomes, la série prend une tournure assez sombre. On commence à percevoir la véritable personnalité de Ren. Et c'est un personnage décidément assez charismatique mais très très sombre. La série est toujours évidemment bourrée d'humour, c'est très rafraîchissant comme lecture et ça se lit assez vite. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin, c'est juste magnifique. En plus, nos deux personnages principaux ont une dégaine assez badass dans ces derniers tomes, ce qui est juste très plaisant à suivre. Un shoujo que je ne saurais trop vous conseiller, même s'il y a pas mal de tomes de parus, que la série n'est pas prête de s'achever, c'est tout de même une série que je porte énormément dans mon cœur. La partie shoujo terminée, j'attaque avec la partie yaoi. Il n'y a qu'un seul titre, il s'agit du tome 4 de Love Stage de Eki Eki et Taishi Zao, c'est publié chez Taifu. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 5 est prévu en France pour le 26 mars. Love Stage est décidément l'un de mes coups de cœur yaoi de cette année que je ne voulais pas trop commencer à la base, même si le synopsis de base me plaisait bien, mais je ne regrette décidément pas de m'être lancée dans la série. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo coup de cœur à propos des 3 premiers tomes, je vous y renvoie si vous voulez mon avis à propos de ces 3 premiers tomes. Ce n'est pas un yaoi des plus originales dans le sens où, voilà, c'est une histoire qu'on a peut-être vue et revue dans différents yaoi, mais c'est ce qui marche, c'est le fait que l'humour est omniprésent, que les personnages sont très attachants et qu'on est totalement porté par l'histoire, même si là encore l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas un scénario de ouf, mais c'est vraiment très efficace dans son genre. Niveau dessin, voilà, on a encore une fois des personnages assez efféminés pour certains, un peu plus masculins pour d'autres. On a bien évidemment des nouveaux personnages qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues de notre petit couple chouchou. C'est ce qu'on attend dans ce genre de titre, c'est qu'il y ait voilà, ce genre de petits rebondissements de personnages nouveaux ou revenus du passé qui vient pour foutre la pagaille. C'est pas des personnages franchement méchants dans le fond, mais ça donne lieu à des situations très cocasses et c'est vraiment un titre franchement rafraîchissant. Je continue avec la partie global manga de cette vidéo et là encore il n'y a qu'un seul titre, il s'agit du tome 2 de Save Me Pity de Elsa Brands publié chez Kana. Je vous ai présenté le tome 1 dans ma vidéo What's New du mois de juin, il me semble, et je vous avais déjà dit que le tome 1, ça avait été une très belle surprise pour ma part. Et ce tome 2, je trouve qu'il est un cran au-dessus. Que ce soit au niveau de l'humour ou même au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un peu plus poussé que le tome 1 et c'est juste génialissime. À la fin du tome, on a encore pas mal d'explications à propos des dieux. Voilà, c'est un petit côté historique qui est très intéressant et très plaisant si on aime voilà, enrichir un petit peu sa culture générale. Tous les fans de Game of Thrones, vous serez heureux de trouver pas mal de références à la série dans ce tome 2, ce qui est juste ultra drôle. Pour ceux qui ne suivent pas la série, vous n'allez pas voir ces références, mais si comme moi vous adorez Game of Thrones, bah voilà, vous comprendrez très vite les références qui sont faites à la série. Niveau dessin, je trouve ça toujours aussi sympathique. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi encore pas mal d'entre vous sont rebutés par l'idée de lire des global mangas, parce que ce sont des auteurs français, que le sens de lecture est occidental, que le dessin fait plus penser à de la BD franco-belge qu'à des mangas. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant de lire ce genre de titre, c'est assez réussi d'ailleurs. Si c'était un titre qui était mauvais, je n'en parlerai pas, ou je ne vous dirai pas tout ce que j'en dis dans cette vidéo, tout ce que je vous ai dit à propos du tome 1. Mais pour moi c'est un titre qui est très intéressant, et si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Je continue avec la partie shonen de cette vidéo, là encore il n'y a qu'un seul titre, il s'agit du tome 7 de Hokuto no Ken de Tetsuo Hara, c'est publié chez Kazemanga. Cette édition de luxe est terminée en 14 tomes, le tome 8 est prévu en France pour le 7 janvier et le tome 9 pour le 1er avril. Je vous reprécise dans cette vidéo qu'il ne faut pas lire le petit résumé que vous avez là sur la tranche.
il ne faut vraiment pas le lire car ça va vous spoiler dans le cas présent la mort principale qu'il y a dans ce tome 7. Voilà, un de nos personnages principaux va être amené à mourir. Il va d'ailleurs un petit peu galérer à mourir, on va s'y reprendre à 4-5 fois, mais il va mourir finalement. Et ça vous spoil complètement la mort de ce personnage. Ça vous l'annonce de but en blanc, voilà, tel personnage meurt dans ce tome. Je ne comprends décidément pas pourquoi ce foutu résumé est présent en début de tome et en plus vous spoil systématiquement ce qui va se passer dans le tome. Ça n'a aucun intérêt. J'ai pour habitude de lire les résumés quand ils sont présents au début des tomes, tout simplement parce que parfois je ne me rappelle pas ce qui s'est passé dans le tome précédent. Mais décidément dans Hokuto no Ken, il ne faut vraiment pas le faire car ça vous gâche tout le plaisir de lecture. Donc je n'ai pas eu de surprise quand tel personnage est venu à mourir. Voilà, même si bon, il a mis pas mal de pages et pas mal de chapitres d'ailleurs à mourir. Sinon, concernant le reste du tome, c'est encore un tome bien bourrin, bourré d'action, pas vraiment de révélation en folie, pas vraiment de retournement de situation de folie. Mais c'est le genre de shonen un peu vintage, je dirais un petit peu daté, que l'on prend plaisir à suivre, même si l'histoire n'est pas des plus surprenantes et que voilà, le fil des tomes, on le sent un petit peu venir. C'est pas très dérangeant dans le fond parce qu'on n'en attend pas plus de ce genre de titre. Pas mal de pages couleurs dans ce tome. Vous payez 13,29€ pour un tome, mais vous payez 13,29€ pour quelque chose, pour un livre vraiment de très bonne qualité. Un shonen cultissime que je n'ai pas besoin de vous conseiller, mais pour ceux qui ne s'y attendent pas, sachez que c'est un manga bourré de bastons, mais de bastons assez violentes. Je conclue cette vidéo avec la partie seinen et je commence avec le tome 2 de Strike the Blood. Et vous m'excuserez si je ne dis pas le nom des mangaka, mais il y en a juste 3 tonnes. Voilà, et c'est publié chez Kana. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 3 est prévu en France pour le 13 février. Petit point fort de la série, je dirais, il s'agit de ses couvertures. Je vous l'avais déjà dit dans ma découverte manga à propos du tome 1. Je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez mon avis sur le tome 1. Donc voilà, niveau couverture, je trouve ça très sympathique. Mais c'est au niveau de l'histoire que ça pêche un petit peu, comme je l'avais dit avec le tome 1, et là je me répète complètement dans cette vidéo. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard, ce n'est pas des plus originales, c'est même vu et revu. Et j'ai pas franchement accroché. Je ne dirais pas que c'est complètement plat, que c'est sans intérêt, mais on est presque à ce niveau-là. Et ça ne m'étonnerait pas que c'est une série que j'arrête en cours de parution parce que voilà, j'ai pas eu trop d'intérêt à me relancer dans ce tome 2. Déjà que le tome 1, j'en avais qu'un très vague souvenir. Je vais me replonger un petit peu dans ma lecture du tome 1 avant d'attaquer ce tome 2. Et le tome 2 n'est pas des plus transcendants. Ce qui rattrape un petit peu le tome, je dirais, ce sont les combats qui sont très dynamiques et très sanglants, un petit peu à ce qu'on retrouve dans Tokyo Ghoul. C'est le seul pour moi intérêt à suivre la série, parce qu'au niveau du fond, les personnages ne sont pas extrêmement attachants, ils ne sont pas très charismatiques. L'humour est un petit peu, ou complètement d'ailleurs, lourd quand il est présent, il n'est heureusement que très peu présent. On notera quand même une petite page couleur au début du tome, toujours sympathique. Mais après, niveau dessin, ça se lit mais sans plus. Un tome 1 qui m'avait laissé un petit peu sceptique, le tome 2 qui ne rattrape vraiment pas les choses. Je continuerai quand même avec le tome 3, mais je ne sais vraiment pas si j'irai plus loin. Je continue avec le tome 2 de Moya Simon de Masayuki Ishikawa, c'est publié chez Glénat. La série est terminée au Japon en 13 tomes. Le tome 3 est prévu en France pour le 21 janvier et le tome 4 est prévu quant à lui pour le 18 mars. Alors déjà, je tiens à vous montrer la couverture que je trouve tout aussi magnifique que celle du tome 1. Et par contre, j'ai clairement préféré le tome 2 au tome 1. Le tome 1, je dois vous avouer que j'ai dû un petit peu le relire parce que, voilà, il m'avait pas des plus passionnés, même si je l'avais trouvé assez original. Et j'ai dû quand même me replonger parce qu'il y a, comme je vous l'avais déjà dit, pas mal de choses à lire et c'est un petit peu lourd à lire par moment. Et ce tome 2, je sais pas, je l'ai trouvé plus fluide, où j'étais complètement à fond dans l'histoire, je trouvais ça plus prenant, beaucoup plus drôle d'ailleurs que le tome 1, et tout simplement, je sais pas, cette histoire de festival du printemps, avec ce petit côté, on ne sait pas comment ça va se terminer pour nos personnages principaux, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que par rapport au tome 1, qui était pour moi un petit peu une introduction, je dirais, à la série. C'est un titre, comme je vous l'avais dit, qui est dans la veine de Silver Spoon, c'est-à-dire que ça va nous parler d'un lycée agricole. Mais si vous lisez Silver Spoon, ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement similaire. Silver Spoon, finalement, ça se veut assez léger, très drôle. Personnellement, je trouve ça assez plaisant. Moya Simon, ça a un côté un peu plus sérieux dans le sens où ça vous apprend pas mal de choses sur les microbes.
Parfois un peu trop de choses d'ailleurs, parfois on s'en fout un petit peu que ça nous apprenne autant de choses. Des fois c'est un petit peu trop détaillé d'ailleurs, mais c'est assez plaisant et c'est très complet de ce côté-là. Ce qui est assez original, comme je vous l'avais déjà dit avec ce titre, c'est la présence voilà, de ces petites parenthèses sur le côté de chaque page où vous avez voilà, des petites explications sur les microbes, des fois c'est sur des personnages, mais c'est toujours très enrichissant et super mignon. Niveau dessin, personnellement j'adore, c'est très détaillé, voilà, j'aime beaucoup. Un titre, comme je vous avais dit pour le tome 1, qui passe assez inaperçu et c'est assez dommage parce qu'il a vraiment un très bon potentiel. Et je conclus ce bilan lecture avant d'être totalement dans le noir parce que j'ai l'impression que la luminosité décline de minute en minute avec le tome 5 de La Tour Fantôme de Taro Nogizaka, c'est publié chez Glénat. La série est terminée au Japon en 9 tomes et le tome 6 est prévu en France pour le 18 mars. La Tour Fantôme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un de mes coups de cœur seinen de cette année. Je vous ai présenté le tome 1 dans une découverte manga et je vous ai présenté tous les autres tomes dans différents bilans lecture. Et ce tome 5, il m'a beaucoup plu. Il n'y a pour l'instant aucun tome de la série qui m'a déçu jusque-là. Déjà, je vous montre la couverture qui est vraiment très belle. J'espère que vous n'avez pas un reflet dégueulasse dessus. Je pense que vu que la couverture est brillante, vous allez avoir un super reflet. Ça va être ultra moche à l'écran, mais bon, bref, passons. Le mystère est toujours aussi complet autour de cette tour fantôme, autour de ce meurtrier, même s'il y a quelques pistes qui se révèlent enfin. C'est un tome très plaisant, une enquête très passionnante à suivre. Niveau dessin, je trouve ça toujours aussi magnifique. On est dans une ambiance qui est parfois un petit peu malsaine, un petit peu horrifique. C'est juste excellent, c'est un titre vraiment que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Je pense qu'il s'agit d'une bonne chose que le titre se soit terminé en 9 tomes, car si on s'était étendu sur une dizaine de tomes, je pense que ça aurait perdu de son intérêt. Voilà, ça aurait été gratter des tomes pour gratter des tomes, c'est vraiment un truc que je déteste le plus dans les mangas, c'est quand les mangaka rallongent les tomes alors que ça ne sert absolument à rien. Une très bonne série bourrée de suspense que je ne saurais trop vous recommander si vous êtes passé à côté cette année. Ainsi s'achève ce long bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de certains de ces mangas si vous les avez lus, si certains de ces titres vous tentent ou absolument pas, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.